initiative. Ces recherches portent sur les interactions de ces différents courants avec les grands domaines de la société contemporaine, plus particulièrement sur la période du 19e et du 20e siècle. Il voyage régulièrement en Orient, notamment en Inde, où ses recherches lui permettent de jeter des ponts entre Orient et Occident. Il publie chez Edimaf une bibliographie de... Là, je risque d'exproprier le nom. De Jinarajadasa, je suis bon, théosophe, franc-maçon et bouddhiste. Il a participé à un ouvrage collectif dictionnaire des femmes chez Robert Dubois et publie régulièrement des articles dans les revues historiques spécialisées. Donc, je vais vous passer la parole à mon ami Jeanne. Voilà, et à bientôt. Merci beaucoup, Jean-Claude. Je suis très heureux d'avoir retrouvé après tant d'années. Alors effectivement, certains peuvent être surpris qu'il existe un champ d'histoire qui s'intéresse au courant ésotérique. Effectivement, nous avons la chance d'avoir à Paris, dans la vieille Sorbonne, l'école pratique des hautes études, et au sein d'une de ces sections, il y a justement une chaire d'histoire des courants ésotériques, où on nous enseigne une méthodologie tout à fait historique, notamment sur des personnages qui ont fait, disons, l'Europe moderne et l'Europe contemporaine. Et on essaye de regarder un petit peu ce que ces courants ont pu avoir comme interaction entre, comme on le disait, les grands domaines de la société, que sont la politique, l'art, les philosophies, les cultures, mais également les sciences. Et on va voir que quand on étudie la biographie d'Alfred Russel Wallace, on va voir qu'il était scientifique, bien sûr, puisqu'on le connaît. Aujourd'hui, il a été réhabilité en tant que co-découvreur de la théorie de l'évolution avec Charles Darwin. Mais on va s'apercevoir que c'est un personnage, c'était un peu l'honnête homme, et c'était au XVIIIe, je ne sais pas comment on aurait pu l'appeler au XIXe siècle, mais Wallace s'intéressait bien sûr aux sciences, mais également à l'économie, à la politique. Et Wallace s'intéressait aussi à la spiritualité. Quand on étudie un personnage, il faut souvent le remettre dans le contexte de l'époque. Ce contexte du XIXe siècle est un contexte où on va voir fleurir un certain nombre de courants ésotériques, voire occultistes. Et voilà, c'est la grande époque aussi du spiritisme avec Kardec, etc. Mais si demain je vous faisais la biographie, par exemple, d'un autre savant, des plus grands découvreurs américain, Thomas Edison, vers la fin de sa vie, il essayait de construire un téléphone pour communiquer avec l'au-delà. Pourtant, c'est le grand Thomas Edison. Le grand égyptologue aussi, Gaston Maspero, qui d'ailleurs donnait des cours dans l'école où j'ai suivi les cours. Maspero aussi se posait un certain nombre de questions. Donc, je crois qu'il est intéressant de prendre le personnage dans toutes ses dimensions, et de remettre ce personnage dans le contexte de l'époque pour comprendre pourquoi toutes ces interactions. Alors, notre ami Alfred Russel Wallace, 8 janvier 1823, décède le 7 novembre 1913, c'est donc un naturaliste, mais c'est aussi un géographe, un explorateur, un anthropologue et un biologiste britannique. Il est officiellement aujourd'hui reconnu comme étant le co-découvreur, donc avec Darwin, de la théorie de l'évolution par la sélection naturelle. Il est donc connu pour avoir proposé une théorie qui a incité d'ailleurs Charles Darwin à publier sa propre théorie, sans doute beaucoup plus tôt que prévu. Wallace est également l'un des principaux penseurs évolutionnistes du XIXe siècle, contribuant fortement au développement de la théorie de l'évolution grâce notamment au concept de couleur d'avertissement chez les animaux, encore appelé, et aussi une autre
une note de ses recherches, qui est l'effet Wallace, qui porte sur l'hybridation des espèces. Il est aussi considéré comme un expert en matière de répartition géographique des espèces animales et il est parfois appelé le père de la biogéographie, ce qu'on appelle aujourd'hui les écozones. Sa défense du spiritisme, comme je le disais en aparté, sa croyance en une origine immatérielle pour les plus hautes facultés mentales de l'être humain, met sans doute à mal ses relations avec le monde scientifique de l'époque, tout spécialement les précurseurs de l'évolutionnisme. Il est en outre, Alfred Russel Wallace, il est en outre très critique vis-à-vis du système économique et social britannique de son époque. Il estime injuste, il est l'un des premiers grands scientifiques à s'inquiéter des conséquences, comme nous le verrons, de l'activité humaine sur l'environnement. Ses travaux vont lui valoir, entre autres, la Royal Médaille en 1868, la médaille Linnéenne en 1892 et la médaille d'argent Darwin Wallace en 1908. Alors, revenons maintenant sur la vie, la biographie proprement dite de ce savant méconnu. À l'âge de 5 ans, Wallace déménage avec sa famille au nord de Londres. Il fait ses études jusqu'à ce que des difficultés financières contraignent sa famille à la retirer de l'école en 1836. C'est une solution provisoire en attendant que William, son frère aîné, soit prêt à le prendre comme apprenti géomètre. C'est à cette époque qu'il se rend à des conférences ou lit des ouvrages à la London Mechanic Institute et qu'il prend connaissance des idées radicales de réformateurs sociaux tels que Robert Owen, Thomas Paine, des militants et des dirigeants socialistes de l'époque. Après une brève période de chômage, il obtient finalement un poste de professeur au collège de Leicester où il enseigne le dessin. La cartographie lui sera d'ailleurs très utile par la suite, et la topographie. Wallace, à ce moment-là, passe énormément de temps au sein de la bibliothèque. Et il y dit l'essai sur le principe de la population de Thomas Malthus, qui va l'influencer aussi fortement. Il rencontre un soir également l'entomologiste Henry Bates. Celui-ci n'a que 19 ans et a déjà publié un article sur les scarabées dans le journal de zoologiste. Ils deviennent tous les deux amis et Bates l'initie petit à petit à la collecte des insectes. Durant cette période, il va lire avec avidité, correspondant par la suite avec Bates sur le traité évolutionniste, publié anonymement. Inspiré par les récits de naturalistes partis avant lui en expédition, Charles Darwin, Edwards, Wallace décide à son tour de voyager à l'étranger, lui aussi, en tant que naturaliste. Wallace, donc, accompagné de son ami Henry Bates, part donc en 1848 pour le Brésil. Wallace continue à voyager sur les côtes du Rio Negro pendant près de 4 ans et va à ce moment-là répertorier les spécimens en prenant également des notes sur les peuples, sur les langages qu'il croise, de même que sur la géographie, sur la flore ou encore la faune locale. Il embarque finalement pour l'Angleterre au retour le 12 juillet 1852. Mais malheureusement, le bateau fait alors naufrage et Wallace passe les 18 mois suivants de retour en Angleterre à vivre grâce au paiement de l'assurance pour la perte de toute sa collection et grâce en partie de ceux qu'il a pu sauver du naufrage. Durant cette période, bien qu'il ait perdu la plus grande partie de ses notes sur son expédition sud-américaine, il n'écrit pas moins de 6 articles universitaires,
dont un sur les singes de l'Amazonie et 2 livres qui rappellent ses voyages. Il établit aussi un contact avec d'autres naturalistes britanniques, et notamment, particulièrement pour ce qui va nous intéresser aujourd'hui, Charles Darwin. De 1854 à 1862, Wallace va explorer l'archipel malais, qu'on appelait à l'époque les Indes orientales. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'Indonésie, ou encore la Malaisie. C'est pendant ce temps qu'il explore cet archipel et qu'il va élaborer des théories sur l'évolution et commence à avoir l'idée d'une sélection naturelle. Il fait le récit de ses découvertes et de ses aventures en 1869 dans son livre L'archipel malais. Ce livre devient d'ailleurs l'un des journaux scientifiques les plus populaires dans tout ce 19e siècle. Il est réédité régulièrement par son éditeur original, Macmillan. Il est couvert d'éloges suite à la publication de son ouvrage par un très grand nombre de scientifiques, et notamment par Charles Darwin, à qui le livre d'ailleurs lui est dédicacé. Et un autre scientifique aussi, qui va devenir son ami, Charles Lyell. Dans les 2 derniers paragraphes de l'archipel malais, Wallace écrit ceci. Je le cite. La plupart d'entre nous estiment que les races supérieures dont nous faisons partie ont progressé et progressent encore. Si tel est le cas, il doit exister un état de perfection, quelque but ultime que nous n'atteindrons peut-être pas, mais duquel tout véritable progrès doit nous rapprocher. Quel est donc cet état social idéal que l'humanité n'a jamais connu et recherche toujours? Pour lui, la civilisation européenne est un échec et le restera à jamais à cause de sa négligence à exercer et développer plus pleinement les sentiments de compassion et les facultés morales à notre nature. Cette conclusion retentissante de son ouvrage peut ressembler à une forme d'utopie ou à un socialisme à leur lettre, si elle ne reprend en fait 2 grands axes théoriques de ses observations sur le terrain. La première, pour lui, la nature étonnamment avancée de ce que l'on appelle les hommes dits sauvages à l'époque et des sociétés sauvages. Donc on trouve dans ces sociétés des hommes particulièrement avancés. Et en 2, la séparation opérée par lui entre les attributs intellectuels et surtout moraux de l'homme et ses qualités physiques. Donc là, c'est un élément point de Wallace. Au-dessus du physique, l'homme, il a d'autres dimensions. Pour amener ça, sa dimension spirituelle au niveau de Wallace. Pour lui, l'évolution n'est pas essentiellement physique. Il y a d'autres plans de l'homme qui sont censés également évoluer par la suite. Wallace se garde bien d'employer le mot spirituel, bien sûr, dans son raisonnement scientifique. Il rend visite à Charles Darwin la même année et se lie, comme je le disais, d'amitié avec Charles Lyell et également Herbert Spencer. Dans les années 1860, Wallace écrit des articles, va donner des conférences sur la sélection naturelle. Il correspond avec Darwin sur un très grand nombre de sujets, comme c'était le cas entre scientifiques à l'époque, la sélection sexuelle, la coloration d'avertissement et l'effet possible de la sélection naturelle sur l'hybridation, le fameux effet Wallace, et la divergence des espèces. Désormais, Darwin va ranger Wallace et Bates parmi la demi-douzaine de personnes dans toute l'Angleterre qui sont résolument convaincus de la modification des espèces. Donc là, c'est assez intéressant parce qu'il faut voir le contexte de l'époque. Quand Wallace et Darwin commencent à parler de sélection naturelle, une demi-douzaine de scientifiques qui épousent l'idée d'une possible sélection naturelle des espèces. C'est un véritable combat scientifique, un combat intellectuel que vont mener un petit peu Wallace, Darwin et ses
Donc Wallace, à partir de ce moment-là, est devenu un allié pour Darwin. Dans une lettre du 9 mai 1863, Darwin, d'ailleurs, confirme que Wallace est le co-découvreur de la théorie de la sélection naturelle. Il le confirme officiellement. Voilà ce qu'il dit. Darwin. Peu importe que le naturaliste croie dans des opinions professées par Lamarck, Saint-Hilaire, etc., le spiritisme, la dimension spirituelle, peu importe, dit Darwin, Monsieur Wallace et moi-même, ou dans celle de n'importe qui d'autre, l'essentiel est d'admettre que les espèces descendent d'autres espèces et n'ont pas été créées de manière immuable. Voilà. Malgré leurs différences, ils deviennent alliés justement dans cette théorie de la sélection naturelle. Et vous le voyez, peu de personnes à l'époque allaient dans leur direction. Wallace c'est le rang des défenseurs patentés donc, de cette théorie. En octobre 1863, il va d'ailleurs tailler en pièces un article de Samuel Houghton. Cela avec une telle verve pour que Gray, un autre scientifique de l'époque, dise à Darwin qu'il avait lu l'article de Wallace avec un certain plaisir. Gray présente ensuite à Darwin une liste d'écrits anti-darwiniens, publiés par un certain Louis Agassiz à l'époque, et Gray s'entendra répondre par Charles Darwin, je cite, soumettez-les ces articles à Wallace, je vous en prie. Donc Wallace était connu par une verve, une plume aussi, qui lui permettait vraiment d'être par moments assez pamphlétaire, on va dire, par rapport à ses écrits. C'est un battant, voilà, c'est un véritable battant, comme on va le voir par la suite aussi dans d'autres domaines de la société. Wallace commence par ailleurs à s'intéresser au spiritisme dès l'année 1865. Ses travaux d'ailleurs sur le spiritisme lui prennent du temps et de l'énergie. Il écrit un article de fond pour une soirée spiritisme, une réponse et des arguments contre ce qu'on appelle aussi le miracle à l'époque. En fait, l'idée de Wallace, ces gens-là de l'époque ne croyaient pas en une puissance surnaturelle. Ils essayaient d'expliquer l'invisible en essayant de se donner des critères scientifiques. C'est assez étonnant. Pour ma part, je suis plutôt 19e, on va dire, dans l'étude de ces courants-là. On a vraiment, à l'époque, un croisement de scientifiques intéressés par ce type de questions. Les années où j'étais donc à préparer mon diplôme, on a eu par exemple une étude sur l'histoire du magnétisme en France. Mesmer, le baron de Puységur, etc. Jusqu'à Charcot, à la Salpêtrière. Mais si vous prenez le 19e siècle, tous les docteurs, les Durville, etc., étaient magnétiseurs. Et à un moment donné, l'Académie des sciences dit magnétisme en arrêt, c'est pas scientifique. Mais bon, c'est le magnétisme qui va donner naissance à l'hypnose. Et aujourd'hui, on sait qu'on opère à nouveau sous hypnose, etc. Et que l'hypnose est montrée quelque part à la faculté. Je pense que vous avez dû voir des actualités où justement il y a quelqu'un qui était opéré du cœur avec une infirmière qui faisait à ses côtés tout un travail d'hypnose. Donc c'est pas quelque chose de surnaturel, il y a certainement des dimensions de l'être qui n'ont pas été encore totalement explorées. C'est ça les idées de scientifiques de Wallace à l'époque. Il dit finalement le monde ne s'arrête pas au physique, il y a des dimensions peut-être qu'on n'a pas encore explorées. Peut-être qu'il aurait été plus à l'aise aujourd'hui avec la nouvelle science, la physique quantique aussi, il aurait pu avoir peut-être proposer des apports différents aussi. Et ce qu'il faut, c'est toujours mettre quelqu'un dans un contexte bien particulier. Dans ce contexte du 19e siècle, c'est ces idées-là qui poisonnent à cette époque. William Crookes, qui est aussi un scientifique, qui est un théosophe, qui sera celui qui va permettre de créer le tube cathodique. Crookes, lui aussi, fait des expériences spirites et prétend étudier scientifiquement certains courants médioniques.
Il va imiter Wallace en entrée dans le cercle. Et les croyances spiritualistes de Wallace resteront vraiment inébranlables. Comme le démontrent d'ailleurs ses conversations avec Tennyson. Tennyson qui sera un des grands poètes de l'époque victorienne en Angleterre. Lors d'un congrès de la Société de recherche psychique, il va débattre avec un certain Coué de l'époque de certains mérites respectifs de ces sciences traditionnelles. Il demeurera convaincu tout au long de sa vie qu'au moins quelques séances étaient authentiques. Peu importe le nombre d'accusations de fraude de la part des sceptiques et le nombre de preuves qui seront aussi apportées au niveau de certaines supercheries. Un de ses biographes a suggéré aussi que le choc émotionnel qu'il a reçu quelques mois plus tôt, lorsque sa première fiancée aurait rompu ses fiançailles, pourrait avoir contribué à le rendre réceptif au spiritisme. Mais enfin, quand on étudie des personnages également, on dit toujours qu'à un moment donné, surtout dans ces dimensions-là, je pense à Victor Hugo, on dit oui, il s'était intéressé au spiritisme parce que sa fille était décédée. J'ai eu le même cas pour Maspero, qui à un moment donné s'était intéressé, égyptologue, aux sciences spirituelles. Et là aussi, on dit il a perdu sa première femme, il s'est tourné, etc. Moi, j'ai la démarche où je pense qu'il faut les prendre dans leur globalité. Ils étaient ça, ils étaient aussi ça et ça. C'était des êtres humains comme les autres, à prendre, je crois, dans toutes leurs dimensions. La grande publicité qu'il fait au spiritisme dans les années 70, la défense répétée des médiums, endommage certainement la réputation scientifique de Wallace. William Crookes aussi, pareil, fait l'objet de nombreuses critiques de la part de la presse, bien qu'il soit des découvreurs scientifiques remarquables. Crookes va permettre l'invention du tube cathodique. Wallace, co-découvreur de la théorie de l'évolution, mais ils vont être critiqués, bien sûr, par un grand nombre de scientifiques. Wallace expérimente très tôt également l'hypnose. Il fait participer avec un succès considérable certains de ses étudiants. Quand il commence ses expériences sur le mesmérisme, le magnétisme, et ce thème-là, Mesmer, est déjà très critique. Il essaye d'apprendre ça de façon véritablement scientifique. Il compte également comme amie, au nombre de ses amis, la féministe Annie Besant, féministe, suffragette, militante travailliste aussi, qui sera la seconde présidente de la société de théosophie. Pour lui, pour Wallace aussi, c'est un féministe convaincu. Pour Wallace, la femme occupe une place importante dans sa réflexion. Selon lui, le rôle de la femme dans le choix du mariage lui paraît primordial. Si toutes les femmes deviennent financièrement autonomes, elles pourront alors choisir leur époux avec plus de soin. On est fin du XIXe siècle. Alors que Wallace est progressiste dans ses idées. Darwin est tout à fait conscient de ses difficultés financières et fera longtemps pression pour qu'il obtienne une pension du gouvernement pour ses contributions à la science. Une pension annuelle de 200 livres, finalement accordée à Wallace en 1881, ainsi que des revenus tirés de ses livres, qui vont permettre à Wallace de, petit à petit, stabiliser ses finances. Il devient également en 1881 le premier président de l'association nouvellement formée de la Société pour la nationalisation des terres. L'année suivante, il publie un livre sur le sujet, Land Nationalization, sa nécessité et ses buts. La nationalisation des terres, sa nécessité et ses buts. Dans lequel il critique l'impact négatif de la politique de libre-échange de l'Angleterre sur la classe ouvrière. Ce débat est repris dans tous les milieux de la Fabian Society,
Fabian Society, on va retrouver Georges Bernard Shaw, homme de théâtre, et dans les écrits des socialistes britanniques de l'époque. Wallace se déclare ouvertement socialiste. Il reconnaît l'influence qu'Owen était ce qu'on peut appeler un entrepreneur social, il va faire sa connaissance très jeune, et Wallace reconnaît l'influence qu'Owen a exercée sur lui dès sa jeunesse, lorsqu'on l'envoya à Londres chez son frère, alors âgé seulement de 19 ans. Ces quelques mois passés constituent une première initiation pour le jeune Wallace au monde des adultes. Le soir, avec John, il se rend au Hall des Sciences, un club de mécanique, où l'on peut s'installer pour jouer aux dames, au domino, boire un café, mais aussi assister à des conférences sur les enseignements de Robert Owen, penseur laïque, socialiste et agnostique. Ces idées le conduisent à s'opposer au départ tant au darwinisme social qu'à l'eugénisme, théorie soutenue par d'autres importants penseurs évolutionnistes du XIXe siècle. Wallace écrit un article défendant l'idée d'un système monétaire purement papier qui impressionne tellement l'économiste Irving Fisher que celui-ci lui dédicace son livre « Stabiliser le dollar » en 1920. Donc vous voyez, il s'intéresse à la politique, à l'économie, aux sciences, à la spiritualité. Wallace a beaucoup écrit. Il publie des ouvrages sur des sujets de société, comme le soutien au droit de vote des femmes, ou les dangers du gaspillage dans le militarisme. Le vieux Wallace n'abandonnera jamais ses idées progressistes et il travaille tout au cours de ces derniers jours sur deux petits livres, L'environnement social et le progrès moral et La révolte de la démocratie. Vous voyez, c'est quelqu'un de relativement éclectique dans ses recherches. Wallace meurt le 7 novembre 1913 à l'âge de 90 ans, dans sa maison de campagne qu'il a fait construire une dizaine d'années auparavant. Sa mort va être largement commentée dans la presse de l'époque, et on peut lire d'ailleurs dans le New York Times, je cite, « Le dernier des géants, appartenant à ce merveilleux groupe d'intellectuels qui incluait parmi tant d'autres Darwin, Huxley, Spencer, Layet et Owen, dont les recherches avant-gardistes révolutionnaires et firent évoluer la pensée du siècle. » Certains de ses amis suggérèrent à sa mort qu'il soit enterré à l'abbaye de Westminster avec les grands d'Angleterre, et sa femme exerça plutôt le vœu de le faire reposer dans le petit cimetière de Brunstone, dans le Dorset. Plusieurs scientifiques britanniques de renom vont former alors un comité pour qu'un médaillon à l'effigie de Wallace soit néanmoins placé dans l'abbaye de Westminster, tout près d'ailleurs de celui de Charles Darwin. L'inauguration du médaillon aura lieu le 1er novembre 1915. En 1998, la Société linnéenne inaugurera un portrait grandeur nature de Wallace, qui sera d'ailleurs suspendu à côté de celui de Charles Darwin, tous deux co-découvreurs de la théorie de la sélection naturelle. Parmi les lettres que Wallace a conservées par-devers lui, il y en a certaines de cocasses. Sans doute la raison pour laquelle il ne les avait pas jetées. Une de ces lettres dit ceci. Si vous connaissez le vieil héros Wallace, transmettez-lui mes meilleures salutations. Considéré comme un héros de l'époque, dans tous les domaines où il avait poussé son action. Cette étrange lettre, comme le souligne son biographe, Rabi, a le mérite de mettre en lumière un aspect important du personnage, car il y a assurément quelque chose d'héroïque chez un homme qui consacra la moitié de sa vie à bâtir de manière indépendante une théorie de la sélection naturelle, laquelle se résume, pour faire un peu court, à la survie accidentelle du plus adapté, et l'autre moitié de sa vie
a proclamé que l'amélioration du genre humain passe inévitablement par le respect des idéaux de solidarité et d'altruisme. Voilà pour la biographie du vieux Wallace. On va essayer de reprendre maintenant en quelques focus les idées fortes de Wallace. Alors voilà notre ami Wallace, à l'âge de 25 ans, et puis à peu près à l'âge de son départ. Son ami Betts, qui va l'initier à la collecte des insectes, hein, avec des exemples de sa collection. Voilà une carte aussi qui reprend toutes les pérégrinations de Wallace quand il va partir au Brésil, et quand il va partir également en Indonésie, en Malaisie. C'est là que tout le temps après il va faire son fameux naufrage. C'est là qu'il va y faire son fameux ouvrage, l'archipel malais. Voilà des statues inaugurées de Wallace en Angleterre, notamment au British Museum. Au musée d'histoire naturelle de Londres. Un peu plus sympathique. Alors, revenons sur quelques focus. Wallace est considéré aujourd'hui comme le père de la biogéographie, ce qu'on appelle aujourd'hui les écozones. Donc, c'est l'étude de la distribution géographique des êtres vivants et de son histoire. Expliquer la biogéographie, c'est expliquer pourquoi des organismes sont là et pas d'autres. Pourquoi tel organisme, dans tel contexte, dans tel milieu est là, et pas un autre type d'organisme. Ce qu'on va appeler la biogéographie à l'époque, il est considéré comme le père de cette science. Ce n'est d'ailleurs qu'au XIXe siècle que les naturalistes vont commencer à mettre en œuvre un inventaire suffisamment complet des faunes, de la flore, de notre planète, pour que puissent être observées de grandes tendances quant à la répartition des organismes et des espèces, et à les représenter notamment sur des cartes géographiques que l'on va dénommer donc des cartes des zones de biogéographie, ou encore aujourd'hui appelées écozones dans la terminologie actuelle. Donc voilà, c'est l'un de ces pionniers. Voilà d'ailleurs un de ses ouvrages, La distribution géographique des animaux, in English, the text. D'après Bruxelles, Wallace. Voilà le type de cartographie de l'époque, vous voyez, suivant les couleurs, les zones biogéographiques. Ces écozones, carte publiée en 1876. Voilà des cartes aujourd'hui. Les scientifiques travaillent aujourd'hui là-dessus, sur des écozones. Donc il est vraiment considéré comme étant le père de cette science. Alors, dans le parcours scientifique de Wallace, on parle du fameux effet Wallace. C'est un élément important de Wallace. En fait, si deux organismes, dans un contexte particulier, dans une zone particulière, sont avantagés dans la compétition pour la survie, ils ont tendance à se reproduire préférentiellement ensemble. Ce qui finalement aboutit à la création d'une nouvelle espèce par hybridation. Ça, c'est un élément important dans la théorie de la sélection naturelle. On verra par la suite un petit peu les différences Darwin-Wallace. Voilà deux individus
girafes qui ont le cou un peu moins long. Les deux individus avantagés dans la compétition ont tendance à se reproduire préférentiellement ensemble. L'isolement reproductif, tout mécanisme, c'est la suite de Wallace, tout mécanisme empêchant ou limitant fortement l'hybridation de deux espèces habitant dans la même région, même lorsqu'elles sont étroitement apparentes. Les mécanismes d'isolement reproductif et les obstacles à cette hybridation sont l'ensemble des caractéristiques, des comportements, des processus de transformation physiologique qui empêchent les membres de deux espèces différentes de se croiser, de s'accoupler, de produire des descendants ou de les rendre à terme viables ou fertiles. Une autre théorie de Wallace, c'est ce qu'on appelle les couleurs d'avertissement. C'est important dans ce que Wallace a apporté aussi à la science, ce que l'on appelle l'aposématisme. C'est la stratégie adaptative qui permet à certains organismes, généralement les animaux, mais aussi parfois les plantes, d'émettre un signal d'avertissement, clairement perceptible, pouvant être visuel, le plus souvent. Il va s'agir d'une coloration d'avertissement. Voilà un petit exemple sur le diaporama. Vous voyez le coccinelle à 7 points, de couleur rouge. Couleur, c'est un avertissement. Exsudant, vous voyez, tache jaune, exsudant via ses articulations une substance chargée d'alcaloïdes toxiques. Donc ça, c'est quelque chose qui a été mis, la couleur d'avertissement, en évidence par Wallace. Alors, les différences entre Darwin et Wallace, je vais essayer de les lister assez rapidement. Les animaux domestiques. Wallace, dans sa théorie de la sélection naturelle, considère que les espèces animales domestiques sont anormales, entre guillemets, et qu'elles ne peuvent pas être reconnues comme des éléments modèles, comme les animaux sauvages, dans la théorie de la sélection naturelle. Il considère que les espèces domestiques ne subissent plus la pression du milieu et qu'elles peuvent développer des attributs sans utilité, sans aucune stabilité temporelle. Darwin, au contraire de Wallace, développe son argumentation de la sélection naturelle en partant des nombreux constats de connaissances apportés par les éleveurs et par les résultats de la sélection artificielle. Donc là, vous voyez une différence Wallace-Darwin. La restriction wallacienne. Wallace propose une lutte pour l'existence, mais non généralisée. Il n'utilise que des exemples de vertébrés ou d'insectes, alors que Charles Darwin généralise son concept à tous les êtres vivants de toute espèce. Alors, prédation et compétition. Pour Wallace, les moteurs de l'évolution sont la compétition interspécifique entre espèces. Et il offre un rôle majeur à la prédation, tandis que Darwin développe longuement dans son ouvrage L'origine des espèces une compétition intraspécifique à l'intérieur des espèces. Donc là, vous voyez, on peut noter aussi une approche différente au niveau de la sélection naturelle. L'hérédité des caractères acquis. L'hérédité des caractères acquis sera rejetée par Wallace, alors que Darwin lui accordera une très grande importance. Ce qui l'amènera à proposer une théorie de l'hérédité, que l'on appelle pangénèse. Voilà, la pangénèse.
les bases génétiques de l'hérédité ne sont redécouvertes et acceptées finalement qu'au début du XXe siècle. Alors le temps, la notion de temps, Darwin insiste sur l'importance de la durée des phénomènes évolutifs, milliers ou millions de générations, à l'échelle du temps géologique, alors que Wallace ne développe pas du tout cet aspect au niveau de la théorie sur la sélection naturelle. La sélection sexuelle et la coloration des organismes, Darwin considère que la sélection naturelle n'est pas la seule sélection qui existe, ce qui l'amènera à proposer le concept de sélection sexuelle, ce que ne fera pas du tout Wallace, qui conservera la sélection naturelle comme processus majeur. Et enfin, grande différence entre Darwin et Wallace, Wallace n'appliquera jamais ces concepts de sélection naturelle à l'homme, qu'il considérait comme étant le résultat de dessein supérieur. Ses attributs spirituels, celui de l'humain, ne pouvant être que le résultat d'un développement organisé. Cette idée de finalisme et d'anthropocentrisme dans la pensée de Wallace sera combattue par de nombreux scientifiques, par Charles Darwin lui-même. La conversion également de Wallace, comme on l'a vu, au spiritisme, l'éloignera un peu plus d'un grand nombre de savants vers la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Voilà quelques portraits également d'Alfred Wallace. Voilà sa carte de membre aux associations spiritualistes, Fred Spirit, de l'époque. Alors là, pour ceux qui vont lire des ouvrages en anglais sur ces questions-là, la rappeler à la chair, c'est une particularité de l'anglais. Donc vous voyez écrit en anglais spiritualism, on pourrait être tenté de traduire par spiritualiste, il faut traduire par spiritisme. D'accord? C'est très particulier. D'accord? Spiritualism, c'est le spiritisme en français. Voilà donc sa carte d'adhésion aux sociétés spirites. Voilà l'époque, parce que c'est la grande époque du XIXe siècle. On fait tourner les tables, on fait frapper des coups. Voilà une représentation théâtrale, une séance de spiritisme. Voilà quelques-uns de ses amis, ou du moins des penseurs qui ont eu une réelle influence sur notre ami Alfred Russel Wallace, le socialiste Robert Owen, laïque, agnostique, idéaliste, Thomas Malthus sur son essai de la population, Charles Lyell, qui sera d'ailleurs l'ami de Darwin et de Wallace. Voilà également deux ouvrages que je vous conseille. Moi, j'ai lu la biographie, notamment Explorateur de l'évolution, de Peter Avila. C'est une très belle biographie de Wallace, pour ceux que ça intéresse. Elle est à la bibliothèque de l'Alcazar. Je vous le dis, vous pouvez la consulter. Je l'ai consultée là-bas. Puis également l'ouvrage de Charles Smith, Enquête sur un aventurier de l'esprit, le véritable Alfred Russel Wallace. Alors, j'aimerais pour terminer, parce que je vois que le temps passe aussi, vous lire finalement quelque chose que Wallace a écrit en 1910, vous voyez, 3 ans avant son départ, et qui montre toute la puissance de la pensée de Wallace, et notamment toutes ces idées vraiment progressistes et avant-gardistes pour son époque. Et il faut aussi de Wallace, quelque part, un des pères de l'écologie moderne. Je vais vous lire donc un extrait que l'on retrouve dans The World of Life, qu'on pourrait traduire par le monde vivant, le monde du vivant. Ce sera donc la conclusion de cette conférence. Voilà ce que nous dit Wallace. Je le cite. Pourtant, si le dernier siècle a connu des avancées dans la connaissance de la nature dont nous pouvons être fiers,
cela ne s'est nullement accompagné d'un quelconque développement de l'amour ou du respect pour ses œuvres. Si bien que jamais auparavant, la surface de la Terre n'avait connu ravage aussi étendu, causé par la destruction de la végétation d'origine et d'une grande partie de la faune, ni connu de défiguration aussi massive par les travaux miniers et les déchets industriels et urbains que nous déversons dans nos cours d'eau et dans nos rivières. Toutes les grandes nations qui se disputent le haut de l'échelle des civilisations et des religions ont fait de même. Pire encore, l'essentiel de ce gâchis, de cette dévastation, a été conduit et continue de l'être, non pas à des fins nobles et louables, mais pour alimenter la cupidité et l'avarice de quelques-uns, de sorte que partout où une minorité s'est enrichie, des millions d'individus sont privés du strict minimum et ne peuvent vivre décemment ni en bonne santé. Cause directe de cette cruelle course au lucre, des milliers d'entre eux meurent de faim chaque année et un nombre tout aussi important est anéanti par d'horribles maladies ou accidents que l'on pourrait aisément éviter presque à chaque fois. Et pourtant, on ne le fait pas. Pour une unique raison, ce sera entamer les profits capitalistes et des législateurs directement responsables de cette défiguration et de cette destruction quasi planétaire et de ce qui s'apparente à un massacre de la classe ouvrière ignorante et sans défense. Voilà ce qu'écrivait Alfred Russel Wallace dans Le Monde du Vivant en 1910. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'il faut considérer que l'homme ça a été beau. Je veux dire, pour l'homme, au-dessus du mental,